La Coupe du Monde 2026, c'est 104 matchs et environ un quart d'entre eux qui vont se jouer sous des fortes chaleurs, avec une question: peut-on vraiment jouer au foot dans ces conditions? Le Mondial 2026, ça commence aujourd'hui, et sur Brut, on vous explique pourquoi les stades vont défavoriser certaines équipes. Il y aura évidemment les chanceux qui joueront dans le plus grand, celui de Dallas et ses 94 000 places, ou dans celui ultra-moderne de Los Angeles. Le livre Guinness des records le considère comme le stade le plus cher du monde, montant estimé environ 5 milliards de dollars. Mais niveau infrastructure, c'est la totale, environ 70 000 places, un Oculus, le nom de cet écran à 360 degrés qui pèse environ 1000 tonnes, un toit translucide. Niveau technologie, on pense aussi aux panneaux vidéo de plus de 2000 m² à Boston, l'équivalent d'à peu près 8 terrains de tennis, ou encore aux plus de 4000 panneaux solaires du stade d'Atlanta, qui est aussi l'un des 3 stades climatisés avec ceux de Houston et Dallas, de quoi régaler les supporters qui iront là-bas. Et de l'autre côté du spectre de la technologie américaine, on a le stade Aztec de Mexico, inauguré en 1966, le plus ancien du mondial. Alors quand même, la FIFA a demandé des aménagements pour 2026, avec par exemple la Wi-Fi dans le stade et des nouveaux sièges plus confortables. Le stade Aztec et ses 83 000 places, c'est surtout un monument historique. Du beau monde y est passé, Pelé, Maradona, Michael Jackson, Bad Bunny et même le pape Jean-Paul II. Les Jeux Olympiques de 1968 se sont déroulés là-bas, et surtout 2 finales de Coupe du Monde en 1970 et en 1986. En 2026, c'est à New York que la finale aura lieu, et là-bas par contre, la chaleur pourrait être étouffante. I also want to urge every New Yorker, even those who aren't attending the matches, to prepare for extreme heat. C'est ce qu'explique la WWA, un réseau international de scientifiques qui évalue l'influence du changement climatique et qui s'est penché sur les matchs du mondial. Bilan de l'étude, 26 des 104 matchs de la compétition pourraient se tenir dans des conditions de forte chaleur. If you're an athlete, maybe you're more likely to be able to operate in those conditions for a bit longer, but you're still going to struggle to really reach peak performance. Parmi les stades les plus à risque, il y a notamment celui de New York qui n'a pas de climatisation. C'est là-bas qu'aura lieu la finale donc, mais aussi le premier match de l'équipe de France contre le Sénégal le 16 juin. Drink lots of water. Wear sunscreen. Pour ces estimations, cette étude utilise un indice qui combine la température avec l'humidité, l'ensoleillement ou encore la couverture nuageuse, avec un seuil d'alerte, celui de 26 degrés WBGT. At this threshold of 26 degrees, we found that we'd expect 9 games to be played at this condition, including quite a high chance of the final. And when it's really humid, it's much harder to cool down. 3 stades sont considérés comme particulièrement impactés par les fortes chaleurs, celui de New York donc, mais aussi ceux de Kansas City et Miami, où joueront par exemple le Brésil et le Portugal. Point commun entre ces stades, pas de clim. D'autres enceintes ont un toit pour apporter un peu d'ombre, qu'il soit rétractable comme à Vancouver ou partiel comme à Seattle. Mais au-delà des infrastructures, c'est aussi les changements de climat qui pourraient impacter certaines équipes. Forcément, avec 16 stades étalés sur 3 pays et plus de 4000 km entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, l'environnement peut complètement changer d'un match à l'autre. On trouvera précisément 9 zones climatiques différentes pendant cette Coupe du Monde. Si on part du sud des zones semi-arides qui ont un climat comparable avec le climat du désert du Sahara. Et si on remonte plus au nord, donc la latitude du sud des États-Unis, on a des zones plus tropicales, comme la Floride, où on retrouve vraiment des végétations tropicales comme la jungle, plutôt humide, bien évidemment, et d'autres zones qui sont sur la côte ouest, comme Los Angeles, où on a un climat méditerranéen. Si on remonte encore plus, on a Kansas City, Atlanta, avec ces climats un peu plus mid-plains. Du coup, on peut faire de l'agriculture, mais les températures ont une très forte explosion journalière. Ça veut dire que la nuit, il peut faire froid, et en journée, il peut faire très très chaud et très humide. Si on va encore plus au nord, le climat de la côte ouest avec Seattle et Vancouver, c'est un climat encore tempéré, mais plus froid, avec des grandes forêts, avec beaucoup de neige en hiver et en été, de très forts contrastes. Vous vous souvenez, en 2021, au Canada, à Lytton, on avait atteint et dépassé les 50 degrés. À tout ça, on peut ajouter des altitudes qui vont de 2 mètres au-dessus du niveau de la mer à Vancouver par exemple, à plus de 2200 mètres au stade Aztec de Mexico dont on parlait plus tôt, et où la teneur donc en oxygène sera plus faible. Pour la France, le début du mondial se passera à New York, Philadelphie et Boston, mais donc concrètement,
à quoi doivent s'attendre les Bleus là-bas? Toronto, New York, Boston, cette zone-là en été est très humide, très humide. Et donc là encore, on peut déclencher des orages, même des vagues de chaleur humide. On peut avoir des contrastes avec quelques jours où la température peut baisser, descendre jusqu'à 15-20 degrés et d'autres jours de très fortes chaleurs humides. Mais ce n'est pas toujours le pire qu'on pourrait avoir, ça serait pire de faire jouer les Français au Mexico ou encore à Kansas City, Atlanta, Miami, dans cette zone-là. Ces stades-là, les Bleus pourraient y jouer s'ils venaient à finir deuxième de leur groupe. Raison de plus donc de démarrer fort dès le début contre le Sénégal. Avant de jouer ce premier match le 16 juin, les Français sont bien arrivés à leur camp de base à Boston sous les yeux de notre journaliste Louis Tanka. Le match d'ouverture, c'est Mexique-Afrique du Sud ce soir, coup d'envoi 21h. Et pour que vous soyez pas trop surpris devant votre télé, ou pour que vous puissiez briller à la machine à café ou à l'apéro, sur Brut, on fait le point sur les nouvelles règles d'arbitrage qui vont entrer en vigueur dans ce mondial 2026. Trop de joueurs en fin de match temporisent et gagnent du temps sur les rentrées de touche, sur les dégagements du gardien. Aujourd'hui, l'arbitre il fera un compte à rebours, 1, 2, 3, 4, 5. Si la remise en jeu n'a pas eu lieu dans ces 5 secondes, le ballon changera de main. Le gardien prend trop de temps pour dégager, ce sera un corner. Et un corner, c'est une phase offensive qui peut mettre en danger une équipe. Donc je pense que les gardiens réfléchiront à 2 fois avant de trop temporiser, avant de dégager. Le joueur remplacé aura 10 secondes pour quitter la pelouse. On voit trop souvent aujourd'hui des joueurs remplacés qui mettent 30 secondes, qui font le tour de leur équipe pour se congratuler, s'embrasser, saluer le public. Enfin non, c'est plus possible. Donc il devra quitter le terrain en 10 secondes. S'il ne le fait pas, le joueur remplaçant ne rentrera qu'au premier arrêt de jeu suivant, avec au moins 1 minute d'intervalle. À partir du moment où les soigneurs entreront sur le terrain, le joueur blessé devra quitter le terrain et rester au moins 1 minute à l'extérieur avant de pouvoir rentrer. Là aussi, je pense que certains joueurs hésiteront à simuler des blessures. La VAR aussi va être modifiée pour cette Coupe du Monde. Il y a des cas où la VAR va pouvoir intervenir, notamment sur un corner qui est donné à tort pour une équipe. Pareil, sur un deuxième carton jaune qui est synonyme de carton rouge. On le voit des fois, un arbitre qui donne un deuxième carton jaune. Et puis, manifestement, la faute commise ne méritait pas forcément un carton jaune. Là, la VAR pourra revenir et faire annuler le deuxième carton jaune. Ainsi, le joueur pourra rester sur la pelouse. Et le troisième cas, c'est l'arbitre se trompe sur l'identité d'un joueur lorsqu'il y a une échauffourée. Vous voyez, des fois, il y a une confusion. On croit que c'est le 5 qui est à l'origine de l'échauffourée, alors que c'est le 6 et que l'arbitre avertit le 5. Là, il pourra aussi modifier sa décision. Un point qui est aussi important, tout joueur qui mettra sa main sur la bouche pour échanger avec un adversaire ou avec un arbitre, peu importe avec qui, se verra exclu. Parce qu'on pense que s'il se met la main sur la bouche, c'est qu'il ne veut pas qu'on puisse lire ou entendre ce qu'ils disent. Ça veut dire que les propos doivent être très acceptables. Il faut toujours favoriser l'esprit à la lettre. Alors, la règle, elle est là, elle est faite pour être appliquée, on est bien d'accord. Mais après, il y a l'esprit du jeu qu'il faut toujours avoir en tête. Et vous savez, si vous appliquez les lois du jeu à la lettre, il n'y a pas un match qui se terminerait faute de combattants. Moi, j'ai toujours essayé dans ma carrière de favoriser l'esprit du jeu. Et ça, c'est important. Ce qu'on appelle le libre arbitre. Eux, ils n'ont pas été sélectionnés par Didier Deschamps et pourtant, ils nous ont régalé cette saison. Avec l'application Rematch, on vous propose les plus beaux buts inscrits dans le foot amateur cette saison. Allez-y, sortez les couverts, il n'y a plus qu'à déguster. Quant à nous, on se retrouve dès demain sur Brut pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde 2026.
Vous connaissez pas les règles? Tu peux rentrer, tu peux rentrer. C'est arbitre, tu peux rentrer. Bon, coup, tu te prennes un but parce que t'as... En frappe. Retour. Retour. Bon, coup, tu te prennes un but parce que t'as... En frappe.